Et c'est le retour des vraies voix sur Sud Radio avec nos vraies voix qui vous accompagnent jusqu'à 19h. C'est Laura Tenoudji ce soir, journaliste à France Télévisions. Philippe Bilger, le magistrat honoraire, est également là, accompagné de Jean Dorido, docteur en psychologie, hypnothérapeute. Le premier débat des vraies voix tout de suite. Hier, le Premier ministre Jean Castex a présenté donc un projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires. Je vous explique. Objectif, tout simplement, vous l'avez compris, établir une fois pour toutes un cadre juridique durable face aux crises sanitaires qui vont se multiplier, si on en croit les scientifiques. Alors écoutez bien, le projet de loi prévoit précisément, et là je vous cite le texte en tout cas, quelques paragraphes, quelques alinéas. Le Premier ministre peut, le cas échéant, subordonner les déplacements des personnes, leur accès aux moyens de transport ou à certains lieux, ainsi que l'exercice de certaines activités à la présentation des résultats d'un test de dépistage établissant que la personne n'est pas affectée ou contaminée. C'est-à-dire que par exemple, si un restaurant exige qu'on présente son test, ce sera désormais possible. Au suivi d'un traitement préventif, y compris à l'administration d'un vaccin ou d'un traitement curatif. Vous êtes très nombreux à réagir sur le compte Twitter de Sud Radio. Le gouvernement a-t-il perdu la raison? Ça, c'est la question que l'on vous pose sur le compte Twitter de Sud Radio. Dictature sanitaire, c'est d'ailleurs le hashtag qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux. Évidemment, vous répondez oui à plus de 85%. Et le 0826 300 300 pour réagir. Avant de donner la parole aux vraies voix, on donne la parole à Jean qui nous appelle de Dordogne et qui est avec nous ce soir. Bienvenue à vous, Jean. Oui, bonsoir, merci. Bonsoir Jean. Écoutez, je crois que comme vous, je suis très inquiet de la manière dont c'est en train de se passer. Je laisse de côté le fait que l'on discute d'un projet de loi aussi important 4 jours avant Noël. Les gens ont autre chose en tête, et peut-être même les parlementaires aussi, mais à supposer en tout cas que ce projet de loi soit discuté dans les formes, ce qu'on peut espérer. Moi, j'ai 2 inquiétudes. La première, elle concerne justement le caractère pérenne de ces mesures. On passerait donc de quelque chose qui est censé être un régime d'urgence, un régime d'exception, qui bénéficie de moyens de contrôle particuliers normalement du Parlement et des tribunaux, vers quelque chose de plus permanent. Et ça, c'est, je trouve, très inquiétant parce qu'on doit faire face à un virus, bien évidemment, mais il existe d'autres régimes de crise qui font l'objet, le cas échéant, de moyens de contrôle. Et je ne sais pas, dans ce régime-là de crise sanitaire, qui donc apparemment ça deviendrait plus récurrent ou plus régulier, je ne sais pas quels seraient les moyens de contrôle. La deuxième chose qui me gêne, d'après ce que je lis, c'est l'atteinte au secret médical. Je trouve qu'à partir du moment où l'administration, puisqu'on parle du pouvoir réglementaire, a le droit de venir vous dire vous avez ou vous n'avez pas, et il faudra bien le prouver, satisfait à telle ou telle obligation sanitaire, on sort de la relation avec le médecin. Moi, il me semble qu'à part les enfants à qui on demandait d'être vaccinés pour rentrer à l'école, de mémoire, on ne m'a pas demandé souvent de produire quoi que ce soit en matière sanitaire pour accéder à, je ne sais pas, un moyen de transport, un emploi ou autre. Alors, là, je trouve que ça va très très loin. Alors 2 choses. Déjà sur l'objectif, et ça on peut le comprendre, effectivement les scientifiques nous disent que dans l'avenir il va y avoir de plus en plus d'épidémies et donc entre guillemets de crises sanitaires. On ne va pas entrer dans un état d'urgence sanitaire, puis en ressortir, entrer, puis en ressortir. Là, la fin de l'état d'urgence, c'est en avril, et on va y re-rentrer à mon avis. L'idée, c'est d'entourer tout ça d'une loi, Philippe Bilger, c'est alors, ça un mot, il est très agréable d'entendre un auditeur tranquille, équilibré, qui apporte de la sérénité dans un débat. Deuxième élément, vous avez raison Philippe, le gouvernement a une vision très pessimiste de l'avenir et sans doute a-t-il raison sur le plan sanitaire. Troisième élément, la comparaison peut apparaître choquante, mais il a l'intention de procéder exactement de la même manière qu'on l'a fait avec le terrorisme. C'est-à-dire des dispositions exceptionnelles qui ont été heureusement banalisées de mon point de vue parce qu'elles ont été introduites dans une législation permanente parce qu'on sait évidemment que le terrorisme sera toujours une menace et peut-être est-ce le cas pour ces épidémies que vous évoquez. Alors Jean Dorido, juste après l'avis de Laura Tenoudji, Jean Dorido, ça vous fait peur ce projet de loi? Alors du coup, je précise quand même par rapport à ce projet de loi que ça va être en accéléré, ça va aller en accéléré, ça va passer en accéléré, en procédure accélérée à l'Assemblée nationale. Voilà, ça permet donc un seul examen par chacune des chambres du Parlement, donc le Sénat et l'Assemblée nationale, avant l'adoption du texte. Donc ça risque d'aller très vite. Jean Dorido. Oui, non, c'est vrai que je dois confesser que je trouve ça très anxiogène. Dès que les libertés reculent, c'est vrai que c'est toujours un petit peu angoissant. Sans relire Montesquieu et l'esprit des lois, il y a dans tout régime, ma foi, une dimension
autoritaire qui sommeille. Et c'est vrai que c'est assez angoissant quand on fait de règles d'exception, finalement, je dirais la règle du tout venant. Et je rejoins notre auditeur Jean, sur le secret médical. On est quand même... Il y a une espèce de courant comme ça depuis longtemps qui fait lâcher les digues de la sphère intime. De beaucoup avec de secrets. Avec les réseaux sociaux, avec tout ça. Il y a une espèce même d'obscénité maintenant. Il faut tout dire, tout montrer. Et quand même, il y a quelques bastions qui tiennent encore. Et heureusement qu'ils tiennent, notamment le secret médical. On ne peut pas, justement, une entreprise ne peut pas renvoyer quelqu'un parce qu'il est malade, par exemple. On se souvient, enfin les moins jeunes se souviennent du VIH dans les années 90. Il y avait des cas de personnes qui se retrouvaient virées parce que l'employeur avait appris qu'elles étaient atteintes du VIH, ce qui est absolument dégoûtant et scandaleux et interdit, fort heureusement. Il y avait Philadelphia, c'était le film avec Tom Hanks, il parlait de ça. Exactement, voilà. Et donc là, c'est vrai que c'est assez angoissant. Je rejoins notre auditeur, c'est pas rassurant, effectivement. Laura Tenucci. Je partage un peu l'avis de Jean. Je trouve que et en même temps, j'ai envie d'avoir vraiment les détails parce que à chaque fois qu'il y a une proposition comme ça s'enflamme partout sur les réseaux sociaux et on n'a pas encore vraiment le texte défini. Je comprends qu'il y a un besoin. Voilà, de pas tout le temps être obligé de faire l'état d'urgence et de se dire qu'on va être confronté à d'autres virus. Maintenant, on peut pas d'un côté dire il y a un mois le vaccin sera pas obligatoire et là supposer dans une clause qui peut l'être, je trouve que c'est assez dérangeant comme tout ce qui se passe d'ailleurs depuis le début de cette crise, c'est-à-dire de dire une chose et son contraire 3 semaines après fait que nous les Français on perd confiance. On se dit de toute façon demain il y a une déclaration qui va être faite. Mais 3 jours, 1 semaine ou 3 semaines après, l'inverse peut être dit par les mêmes personnes. Et c'est ça qui est inquiétant et qui fait, on en parlera dans notre deuxième débat avec l'interview du président de la République, mais qu'on perd confiance. Parce que cette confiance, on peut dire aussi, on ne sait pas, on cherche, on tâtonne, on a le droit de ne pas savoir. Et je trouve qu'aujourd'hui, on préfère entendre qu'on ne sait pas, qu'on on marche pas par pas et qu'on peut revenir en arrière plutôt que d'avoir des décisions qui sont prises et invalidées quelques jours après. Alors vous parlez de la vaccination, oui Philippe Bilger. On n'est pas dans le même registre. Il ne s'agit pas de régler le problème de la Covid, il s'agit de prévoir les processus qu'on mettra en œuvre dans le cadre d'épidémies futures. Et donc, il est évident qu'on aura toujours une infrastructure sur ce plan-là qui sera nécessaire. On peut se demander s'il était si urgent d'anticiper. Là, je vous rejoins. Oui. Alors, on parlait de la vaccination. Vous êtes encore là, Jean ? Oui, Jean est là. Allez-y, Jean. On parlait juste de la vaccination obligatoire, Jean, mais demain, quand on va devoir voyager dans d'autres pays, certains pays vont, et même beaucoup vont sûrement imposer la vaccination obligatoire. Il est possible aussi que des grands commerces puissent demander à des clients d'entrer s'ils sont vaccinés. Donc, de fait, elle va devenir un peu obligatoire, cette vaccination, Jean. Mais si vous voulez, quand le paradigme change, on peut imaginer aussi que nos valeurs évoluent avec. Je n'ai pas de problème de philosophie avec le fait que le cadre juridique de l'exercice de nos libertés individuelles ou collectives, encore que je ne sais plus aujourd'hui où est vraiment la frontière, évolue avec. Il a évolué avec le terrorisme, il peut évoluer avec la lutte contre le terrorisme, il peut aussi évoluer avec la lutte contre le virus. À condition que, premièrement, me semble-t-il, le Parlement, les instances de débat, préalables et réglementaires constitutionnels soient suffisamment saisis et que deuxièmement les garanties qui nous sont données normalement dans l'exercice de nos libertés soient effectivement préservées. Alors effectivement, on peut discuter au niveau européen, il peut y avoir des équivalents de passeports sanitaires, mais prenons le temps de le faire. Et encore une fois, moi, ce qui me fait peur, c'est de voir que dans la précipitation, en cette fin d'année, avec un Parlement qui, apparemment, d'après ce que vous dites, sera saisi de manière minimale, eh bien, nous allons discuter de quelque chose qui va présider à l'exercice de nos libertés quand même dans les mois et les années à venir. Ça me semble assez déséquilibré. Voilà, je vous remercie. Bon, merci beaucoup. Merci à vous, Jean, d'avoir débattu avec les Vrais-Voix. Tiens, dernière petite question à nos Vrais-Voix. Les chiffres du Covid ne sont pas bons. En moyenne, je fais une petite moyenne, entre 13 000 et 15 000 contaminations par jour, même si les services de réanimation sont un petit peu désengorgés. On entend beaucoup en off certains députés dire que le projet d'un 3e reconfinement après les fêtes de Noël serait sur la table du gouvernement. Est-ce que vous y croyez, vous, Jean Dorido, de la 3e vague, mais surtout de ce 3e reconfinement
confinement, mi-janvier, fin janvier. C'est vrai que oui, les chiffres sont pas bons, ça baissait bien, et puis là, il y a une espèce de palier, voilà, ça baisse plus, et donc oui, c'est sûr que c'est problématique. Peut-être que le pouvoir n'est pas complètement à côté de la plaque lorsqu'il dit que les pays étrangers, ça n'est guère mieux que nous, et deuxièmement, vous avez vu à quel point le président de la République est content de lui et de la gestion, puisqu'il dit que le deuxième déconfinement était parfait. Tout à fait. On va en parler à 18h30 d'Emmanuel Macron et de cette longue interview. Laura Tenucci, vous avez des infos sur un probable troisième reconfinement ou pas, Laura? Non, mais pas plus que vous, mais c'est vrai que compte tenu des chiffres, on est tous en train de dire on va être confinés. Maintenant, le deuxième confinement était tellement différent du premier. Le troisième, est-ce que on referme tous les boutiques et on prolonge la fermeture des restaurants en tout cas, on espérait voir réouvrir en janvier. Là, c'est sûr qu'il y a des rumeurs de la part même des restaurateurs qui pensent ne pas pouvoir réouvrir avant fin mars, début avril, ce qui semble très, très, très long quand même. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui circulent, forcément compte tenu des chiffres et de ce nouveau virus mutant. Et je sais pas si... Moi, j'ai pas mal de gens autour de moi qui sont touchés par le Covid. Après, il y en a qui s'en sortent heureusement bien ou qui sont asymptomatiques. Mais je trouve effectivement qu'il y a quand même une troisième vague assez significative. Ouais. Et alors, avec un impact sur la santé mentale des Français, Jean Dorido, est-ce qu'on peut faire pire que là? Je sais pas. Hélas, il y a toujours plus profond que le fond. Mais enfin, là, c'est vrai qu'on a déjà un Français sur 5 qui est dépressif. Un Français sur 5 qui a pensé récemment au suicide, et quand on regarde les catégories professionnelles, quand on regarde les petits patrons, les commerçants artisans et les chômeurs, on arrive entre 25 et 27% de personnes qui déclarent avoir eu des idées noires, avoir envisagé la pire des situations. Est-ce que vous avez... Jean, est-ce que vous avez des informations justement, parce qu'on parle beaucoup de personnes ultra dépressives qui font même des tentatives de suicide, on ne parle pas du tout de suicide. Est-ce qu'il y a des restaurateurs qui se sont suicidés? Est-ce qu'on nous cache des choses? Est-ce qu'on a des chiffres? Parce que c'est vrai qu'on ne nous parle pas de ça du tout. Alors, il y a eu un papier, il y a eu une étude qui a été réalisée par Ipsos pour l'Institut Jean Jaurès, une étude sur le suicide avec manifestement une vraie crainte de vagues de suicide. Il faut savoir que le suicide est la première cause de mort chez les jeunes en France, les 15-25 ans derrière les accidents de la route. C'est la première cause de mort chez les 25-34 ans. C'est un problème de toute façon, je dirais, structurel pour la France comme pour d'autres pays. Et là, il y a en plus une dimension conjoncturelle qui fait craindre effectivement une épidémie de suicide. Ça, c'est un fait. Pardon, mon cher Jean, ça n'est pas drôle du tout ce que vous dites, mais est-ce qu'il ne serait pas concevable que dans cette émission formidable, parfois on puisse ne pas faire dans un défaitisme absolument mortifère et dire que peut-être il y a une multitude de gens, jeunes ou moins jeunes, qui résistent à un fléau dont les effets sont redoutables. Mais c'est-à-dire que quand les trains arrivent à l'heure, il faut le dire, vous avez raison, toutefois notre rôle collectif, c'est de penser aux plus fragiles. Et typiquement, on connaît les populations fragiles, ce sont les jeunes et les seniors. Précisément, Laura l'a rappelé tout à l'heure, parce que ce sont des personnes qui sont très très isolées. Nous avons la chance de travailler ce soir, on se voit, on se parle, on est dans la vie, alors que les jeunes étudiants, 20 ans, qui sont coincés chez eux, j'aimerais que chacun repense à sa période de 20 ans, c'est une période extraordinaire de l'existence, on se rend compte, on passe des heures à refaire le monde autour d'un café, d'un baby-foot ou je ne sais quoi, et ces gens-là, ces jeunes, ils sont coincés chez eux aujourd'hui, et c'est effrayant, c'est une souffrance. Il y avait un papier dans le Parisien l'autre jour qui montre à quel point ces jeunes vraiment souffrent, et les seniors, c'est pareil, ils sont coincés chez eux, c'est très difficile. Je vois que Philippe Bilger essaie de se souvenir de ses 20 ans. Mais c'est notre éternel débat avec Jean. Les 20 ans, je ne trouve pas que c'est un argument. Je suis assez d'accord avec Paul Nizan qui disait je conteste totalement que les 20 ans soient le plus bel âge de la vie. Allez, on poursuit le débat dans quelques minutes. Notre deuxième débat. En Moselle, un chevreuil traqué par des chasseurs jusqu'à un parking de supermarché. Ça a beaucoup ému les réseaux sociaux. L'animal blessé s'est caché sous les caddies d'un supermarché avant que les chasseurs ne l'abattent. Condamnez-vous l'attitude des chasseurs? 0826 300 300. Les vraies voix vous attendent pour en débattre. Voilà un débat qui passionne déjà Philippe Bilger. À tout de suite.